Le bip continu du moniteur cardiaque était devenu un bruit de fond ces 3 dernières heures. Khaled et Rose étaient assis sur la chaise en plastique à côté du lit d'hôpital de Merathorn, regardant sa poitrine se soulever et s'abaisser par à-coups. La chambre sentait le désinfectant et le léger parfum des fleurs fanées apportées quelques jours auparavant. Les doigts de Mira étaient froids sous ses mains rugueuses. À 78 ans, elle s'était battue plus durement que la plupart. La démence avait anéanti son esprit, mais son courage était resté inébranlable jusqu'au bout. « Tu es toujours bonne avec moi », murmura-t-elle d'une voix à peine audible. « Meilleure que ma propre fille », Khaldan lui serra doucement la main. « Garde tes forces, Mira. » Non. Ses yeux s'ouvrirent, plus perçants qu'ils ne l'avaient été depuis des semaines. « Écoutez-moi. L'infirmière a quelque chose pour vous. Ne laissez pas Reine le voir en premier. Promettez-le-moi. Je vous le promets. » Le bip du moniteur ralentit. Mira relâcha son étreinte. « Dites-lui que je savais. » dit-elle, puis elle ferma les yeux. Le son plat emplit la pièce. Appela et ne bougea pas. N'appela pas à l'aide. Il resta assis là, lui tenant la main pendant encore 10 minutes, écoutant les bruits de la vie qui continuaient dans le couloir. Des familles qui parlaient, des enfants qui pleuraient, des gens normaux qui faisaient face à un deuil normal. Le docteur Patterson entra discrètement. « Je suis désolé pour votre perte, monsieur Rowe. » Heure du décès. 16h47. Appela, hocha la tête et lâcha la main de Mira. Il se leva, les genoux raides d'être resté assis trop longtemps. Le médecin commença sa routine, mais appela et entendit à peine les mots. De l'autre côté de la fenêtre, Riverside s'étendait sous les nuages gris d'octobre. Quelque part dans cette ville. Sa femme était probablement en train de dîner avec des amis ou de travailler tard, ou quelle que soit l'excuse qu'elle invoquait cette fois. Monsieur Rowe, une infirmière se tenait là, dans l'embrasure de la porte. Janet, d'après son badge, tenait une enveloppe blanche. « Madame Thorne m'a demandé de vous la remettre personnellement. Elle a été très précise à ce sujet. Elle a appelé et pris l'enveloppe. Son nom était écrit au recto de l'écriture tremblante de Mira. Le papier semblait plus lourd qu'il n'aurait dû. « Merci. » Janet hocha la tête et le laissa seul avec le corps du seul membre de la famille qui s'était jamais vraiment soucié de lui. Elle a appelé et s'est dirigée vers le parking. L'enveloppe est restée fermée dans la poche de sa veste pendant le trajet du retour. Ce n'est que lorsqu'il s'est assis dans sa cuisine, une bière tiédissant sur le comptoir, qu'il a brisé le seau. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier, une clé en laiton et 3 photos. La lettre était brève. « Appelez si vous lisez ceci. » Elle a enfin réussi. Allez à la maison de jardin. Ne faites confiance à personne, surtout pas à Reine. La clé ouvre tout ce que vous devez savoir. Miroir en dessous. 3 noms étaient écrits en lettres capitales. Lennox, Corbin, Verlin, Grieg, Margallo, Ural et les fixa du regard. Lennox travaillait avec Reine à la compagnie d'assurance. Les 2 autres ne lui disaient rien. Il retourna les photos. L'une montrait Reine entrant dans un restaurant avec un homme qu'il ne reconnaissait pas. Une autre était un relevé bancaire avec des chiffres entourés d'encre rouge. La 3e était trop floue pour être lisible. Son téléphone vibra. Un SMS de Reine en retard. « Ne m'attends pas. » Le même message qu'elle avait envoyé 3 fois cette semaine. L'appel arriva à 23h30. Sam était encore éveillé, assis dans son salon, la lettre étalée sur la table basse. Il avait mémorisé chaque mot, étudié chaque photo jusqu'à ce que ses yeux brûlent. Il appela. « Je viens d'apprendre pour Mira. Je suis vraiment désolé. » La voix de Reine sonnait creux au téléphone. Professionnelle, comme si elle présentait ses condoléances à un client. « Où es-tu » Il appela et demanda. « Je suis chez Rachel. On a eu un club de lecture ce soir, puis on est allé boire un verre. Je serais bienvenu à l'hôpital, mais je ne pensais pas que tu voudrais de moi là-bas. » Il appela et ferma les yeux. 2 ans il y a quelques années, Reine aurait été à l'hôpital avant même qu'il ne l'appelle. Elle aurait apporté du café et serait restée toute la nuit si nécessaire. « Mira a demandé de tes nouvelles. » Il a menti. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit de ne pas te faire confiance. Le silence s'est installé entre eux. Elle a appelé et j'entendais de la musique en fond sonore de son côté. Des voix qui riaient. Tu sais à quel point elle est devenue paranoïaque à la fin. Reine a finalement dit que la démence la rendait méfiante envers tout le monde. Est-ce que ça a appelé? Je sais que tu es en deuil. On pourra en parler quand je rentrerai. Quand est-ce que ce sera? Je ne sais pas. Tard. Rachel traverse un divorce difficile et elle a besoin de soutien. Encore des mensonges. Calvin avait vu Rachel à l'épicerie la semaine dernière.
Elle semblait aller bien, heureuse même. L'enterrement est jeudi. Callan a dit, bien sûr, je vais prendre un jour de congé. On va traverser ça ensemble. Ensemble. Le mot lui parut amer. Je devrais y aller, dit Ren. Je t'aime. La ligne fut coupée avant que Caldan puisse répondre. Il n'aurait pas répondu, mais il reprit l'une des photos. On y voyait Ren marchant main dans la main avec un homme de grande taille devant Romano, le restaurant italien du centre-ville. L'horodatage indiquait qu'elle avait été prise 3 semaines auparavant. Le soir même, Ren avait prétendu travailler tard sur une affaire difficile. Il avait appelé, posé la photo et pris la clé en laiton. Elle était vieille, ternie, avec un numéro gravé dans le métal, le 47, la maison de jardin de Mira. Il se souvenait de l'avoir aidée à la rongeur au printemps dernier, à l'époque où elle se souvenait encore de son nom la plupart du temps. Elle avait gardé le secret sur certaines boîtes, lui demandant de les ranger sur les étagères hautes sans regarder à l'intérieur. Maintenant, il savait pourquoi. Le lendemain matin, il avait appelé et conduit jusqu'à l'ancienne propriété de Mira, rue Maple. La maison avait été vendue 6 mois plus tôt lorsque son état s'était aggravé, mais les nouveaux propriétaires avaient accepté de laisser Mira utiliser le petit abri de jardin jusqu'à la fin de l'année. La clé s'insérait parfaitement dans la serrure d'une boîte métallique cachée derrière des sacs d'engrais. À l'intérieur, il appela et trouva une clé USB, une autre enveloppe scellée et une pile de photos qui lui retournèrent l'estomac. La première photo montrait Ren et Linux Corbin au lit ensemble. L'image était granuleuse, prise à travers une fenêtre, mais il n'y avait aucun doute sur ce qu'ils regardaient. L'horodatage datait d'il y a 6 mois. La deuxième photo montrait des documents éparpillés sur une table. Calvin pouvait voir sa propre signature sur plusieurs papiers, mais il n'avait jamais rien signé de tels formulaires de procuration, autorisation bancaire, tous datés de moins d'1 an. La troisième photo montrait Ren rencontrant une femme plus âgée devant un café. Tous deux souriaient, se serrant la main comme s'ils venaient de conclure une affaire. Il appela et ouvrit la deuxième enveloppe. À l'intérieur, une seule phrase. La clé USB contient tout. Regardez tout. Faites confiance à votre instinct. Mira rentra chez elle et brancha la clé USB sur son ordinateur portable. La clé contenait des dizaines de fichiers vidéo, chacun daté. Il appela et cliqua sur le plus ancien. Le visage de Mira remplissait l'écran. Elle était assise dans ce même abri de jardin. Il regardait droit dans la caméra avec la même lucidité qu'il se rappelait des années auparavant. Il a appelé. « Si vous regardez ça, alors je suis parti et vous avez trouvé ce que je cachais. » Sa voix était ferme, déterminée. J'ai commencé à faire ces vidéos il y a 3 mois, quand j'ai surpris Ren en train de fouiller dans mes papiers. Au début, j'ai cru qu'elle voulait juste m'aider, vous savez, s'assurer que mes affaires étaient en ordre. La vidéo a légèrement sauté lorsque Mira a ajusté la caméra, mais je l'ai ensuite vue prendre des photos de documents, mon testament, vos relevés bancaires, des choses qu'elle n'avait pas à regarder. Alors, j'ai commencé à la surveiller plus attentivement. J'ai appelé et cliqué sur la vidéo suivante, datée de 2 semaines plus tard. J'ai engagé un détective privé. Ça m'a coûté $2000, mais ça valait chaque centime. Mira a brandi un dossier en papier craft. Ren te trompe depuis au moins 8 mois. Ce Lennox a de sérieux problèmes d'argent, des dettes de jeu. Son entreprise est en faillite. Et Ren l'aide. La vidéo suivante date d'il y a 1 mois. C'est pire que je ne le pensais, Callan. Ils n'ont pas juste une liaison. Ils préparent quelque chose. J'ai trouvé des copies de faux documents dans le sac à main de Ren lors de sa visite la semaine dernière. Ta signature sur des papiers que tu n'as jamais signés. Ils préparent une sorte de prise de contrôle financière. Mira se pencha vers la caméra. Je crois qu'elle a mis quelque chose dans mon thé. Des petites pilules blanches dissoutes dans le miel. J'ai commencé à me sentir plus mal après ces visites, plus confuse. Alors, j'ai arrêté de boire tout ce qu'elle m'apportait. J'ai commencé à faire semblant d'être plus dérangé qu'en réalité. La dernière vidéo datait d'il y a 1 semaine à peine. Je n'ai plus beaucoup de temps et je le sais, mais j'ai tout documenté. L'enquêteur a découvert l'ami d'enfance de Ren. C'est Margallo qui dirige une sorte d'arnaque aux œuvres caritatives. Ils sont tous liés, Callan. Et tu es la cible. Le regard de Mira se durcit. Ne fais confiance à personne, pas même à ton ami, Alec. Je l'ai vu parler à Ren devant la banque le mois dernier. Tout le monde a un prix et le tien. Sa femme sait comment le trouver. La vidéo s'est terminée. Il a appelé et est resté assis en silence, les yeux fixés sur l'écran noir. Sa main tremblait, il repensait aux 2 dernières années.
L'intérêt soudain de Ren pour ses avantages militaires. Sa suggestion de l'ajouter à ses comptes bancaires par commodité. Ses critiques constantes envers Mera, qui cherchait à les discréditer. Tout avait été planifié. Il a traversé la ville en voiture jusqu'au centre communautaire où travaillait Alec Reed. Son plus vieil ami animait une séance de thérapie de groupe lorsque Caldon est arrivé. Il a donc attendu sur le parking, regardant par les vitres Alec guider des adolescents en difficulté dans leurs problèmes avec les mêmes patients qu'il avait autrefois utilisés pour soigner les soldats blessés. À la fin de la séance, Alec est sorti et s'est immédiatement tendu en voyant l'expression de Calin. « Mon Dieu, Cal, tu as une mine d'enfer. J'ai entendu parler de Mera. Je suis désolé, mec. Il faut qu'on se parle en privé. » Alec a jeté un coup d'œil vers le bâtiment. « J'ai une autre séance dans 1 heure, mais on peut aller prendre un café. Il y a un endroit plus bas dans la rue. » Ils ont marché en silence jusqu'à un petit café. Appelé, il attendit qu'il soit assis dans un coin avant de parler. « Depuis combien de temps connais-tu Ren et Linux ?» La tasse d'Alex s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. « Quoi? Ne fais pas l'idiot, Alec. Je t'ai vu lui parler devant la First National le mois dernier. Mera t'a vu aussi. » Alex reposa sa tasse avec précaution. Mera était perplexe à la fin. « Tu le sais. Réponds à la question. » L'espace d'un instant, les années s'envolèrent et ils étaient de retour en Afghanistan, Calvin utilisant le même ton qu'il avait utilisé pour interroger les suspects. Les épaules d'Alex s'affaissèrent. « Environ 4 mois, dit-il doucement. Je les ai vus ensemble dans ce restaurant mexicain de la 5e rue. Ils étaient proches, trop proches pour être des collègues. Et tu ne me l'as pas dit. Je voulais te le dire. Mon Dieu, Cal, je voulais te le dire tout de suite, mais tu as déjà traversé tant d'épreuves. La guerre, l'adaptation à la vie civile, la mort de ton père. Je pensais que ce n'était peut-être qu'une aventure sans lendemain. Peut-être qu'elle avait repris ses esprits. » Il appela et étudia le visage de son ami. Alec il a toujours été un piètre menteur, même ses enfants. Son œil gauche a tressailli lorsqu'il cachait quelque chose que je tressaillis. « Bon, qu'est-ce que tu ne me dis pas d'autre? »« Rien. Je jure que c'est tout ce que je sais. De quoi voulait-elle te parler à la banque? » Alex, j'ai tressailli plus vite. Elle me posait des questions sur toi. Sur ton état mental, si tu faisais encore des cauchemars, si tu buvais trop. Elle semblait inquiète. Inquiète de quoi? Elle pensait que tu étais peut-être en pleine dépression. Elle a dit que tu étais paranoïaque, méfiant. Elle voulait savoir si je pensais que tu avais besoin d'une aide professionnelle. Les pièces du puzzle se sont mises en place dans l'esprit de sang. Ren avait monté un dossier, établi un schéma d'instabilité mentale qui pourrait être utilisé contre lui plus tard, probablement pour étayer une plainte pour incompétence. Lui as-tu dit que j'étais instable? Non, absolument pas. Je lui ai dit que tu faisais face à un deuil, mais que tu le gérais bien. Que tu étais plus fort qu'elle ne le pensait. Calme y croyait. Alec avait été loyal jusqu'à l'excès. Mais il avait gardé des secrets, choisissant toujours de protéger les sentiments de Ren plutôt que le droit de Caldan à connaître la vérité. « Je ne peux plus te faire confiance, » dit Sin en se levant. « Attends, s'il te plaît, laisse-moi t'aider à comprendre. Tu as eu ta chance de m'aider il y a 4 mois. Tu as appelé et laissé Alex seul au café avant de rentrer chez toi. La confiance était rompue. Si Alec pouvait lui mentir sur quelque chose d'aussi important, alors Mera avait raison. Tout avait un prix. Ce soir-là, Calin utilisa son ordinateur portable pour accéder à sa banque en ligne. Tout semblait normal à première vue. Mais en creusant plus profondément, il découvrit des virements qu'il ne se souvenait pas avoir effectués. De petits montants, quelques centaines ici et là, transférés de son compte d'épargne vers un compte au nom de Ren. Les virements avaient commencé 8 mois auparavant. Il appela le service client de la banque et passa 40 minutes à naviguer dans les menus automatisés avant de tomber sur un contact. « Monsieur Rowe, je vois les virements que vous demandez, » dit le représentant. Ils avaient été autorisés grâce à vos identifiants bancaires en ligne. Le compte de destination est un compte joint entre Ren Rowe et Margalo Hurst. Je n'ai jamais autorisé ces virements. Monsieur, les transactions ont été effectuées avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Et d'après nos archives, vous avez ajouté Madame Hurst comme utilisatrice autorisée de votre compte il y a 6 mois. Sin resserra son emprise sur le téléphone. Je n'ai jamais entendu parler de Margalo Hurst. Je consulte le formulaire d'autorisation. Il porte votre signature et votre femme l'a attesté. Une autre fausse signature a appelé, raccroché et immédiatement changé tous ses mots de passe, avant de se rendre à la banque en personne.
Le directeur de l'agence, un homme mince nommé Peterson, a examiné les documents avec une efficacité nerveuse. Ces signatures me semblent légitimes, dit M. Rowe, Peterson en étalant les formulaires sur son bureau. Mais si vous prétendez à une fraude, nous devrons impliquer notre service de sécurité. Il a appelé et examiné sa prétendue signature sur le formulaire d'autorisation. Elle était proche, mais imparfaite. Le R de Rowe était légèrement différent de sa signature habituelle. Je veux que Margalo Hurst soit immédiatement retirée de mon compte et je veux un relevé complet de toutes les transactions auxquelles elle a participé. Le traitement prendra quelques jours, puis commencera. Peterson hocha la tête et commença à taper sur son ordinateur. Monsieur Rowe, je dois préciser qu'il y a eu une activité importante sur les comptes de Madame Thorne également. Des virements importants ont été effectués juste avant son décès. De quel type de virement s'agissait-il? Son compte d'épargne a été vidé il y a 2 semaines. L'argent a été transféré sur le même compte joint que celui que j'ai mentionné plus tôt, celui de votre femme et de Mademoiselle Hurst. J'ai eu froid. Combien d'argent? 87 000 $. Les économies de toute une vie de Mira ont disparu. J'ai besoin de copies de tout. J'ai appelé et dit, chaque virement, chaque autorisation, chaque papier à mon nom. Peterson hocha la tête nerveusement. Bien sûr, mais Monsieur Rowe, s'il s'agit de transactions légitimes et frauduleuses, vous devriez probablement contacter la police. Pas encore. Je dois d'abord comprendre toute l'ampleur de ce qui se passe. J'ai appelé et j'ai quitté la banque avec un épais dossier de documents et une hache brûlante. Il s'installa dans son camion sur le parking et appela le service d'information. J'ai besoin d'une fiche pour Margalo Hurst à Riverside, dans l'Oregon. Le système automatique trouva une adresse et un numéro de téléphone. Il appela et nota les informations, puis se rendit sur place. C'était un modeste immeuble de bureau du centre-ville. L'annuaire du hall indiquait Hurst comme directrice de la fondation communautaire de Riverside. Callan prit l'ascenseur jusqu'au 3e étage et trouva les bureaux de la fondation. Par la porte vitrée, il aperçut une femme d'une 40aine d'années, habillée professionnellement, au téléphone. Elle avait le même sourire confiant qu'il avait vu sur les photos de Mira, ce qui l'empêcha d'entrer. Il prit des photos du bureau, de l'annuaire de l'immeuble et de la femme à l'intérieur. Puis il rentra chez lui pour planifier sa prochaine étape. Le lendemain matin, il appela et se rendit au bureau de Mountain View Insurance où travaillait Ren. Il n'entra pas. Il se gara de l'autre côté de la rue et attendit. Le T1215 apparut. Ren, Lennox Corbin, l'appela et le reconnut grâce aux photos de Mira. Grand, mince, habillé de façon luxueuse, mais avec l'énergie nerveuse de quelqu'un vivant au-dessus de ses moyens. Ils se dirigèrent vers un restaurant voisin, l'appelèrent et le suivirent à pied. Il prit une table au fond d'où il pouvait les observer sans être vu. Leur conversation semblait intense, urgente. Lennox consultait son téléphone à plusieurs reprises, et Ren tendit la main par-dessus la table pour la rassurer. Au bout d'1 heure, ils partirent séparément. Ren retourna au travail, mais Lennox se dirigea vers un parking à 2 pâtés de maison. Caldan le suivit. Lennox se rendit en voiture dans un bar sportif délabré appelé Murphy S. Il appela et attendit 5 minutes, puis entra. L'endroit était presque vide, à l'exception de quelques habitués qui regardaient la télévision. Lennox était assis au bar, discutant doucement avec un homme corpulent aux avant-bras tatoués de prison. Il appela, commanda une bière et s'assit pour entendre leur conversation. « Je te l'avais dit. J'aurai l'argent la semaine prochaine. » Lennox disait, « L'affaire est conclue. »« Garantie. »« C'est ce que tu as dit le mois dernier, » répondit le tatoueur. Monsieur Clough s'impatiente. « 25 000 $, c'est beaucoup d'argent pour patienter. » Dis à Clough que je comprends sa position, mais il s'agit d'argent réel. Un minimum de 6 chiffres. Ça valait la peine d'attendre, et si ça tombe à l'eau? La voix de Lennox baissa. Ça ne le sera pas. La vieille dame est morte. Le mari s'effondre. Tout est en place. La main de Sin se serra autour de sa bouteille de bière. Il voulait s'approcher et la briser sur le crâne de Lennox. Au lieu de cela, il se força à rester calme et à continuer d'écouter. « Et la femme » demanda l'homme tatoué. Elle a tout compris. Procuration, signature falsifiée, tout. Une fois la clause de santé mentale activée, on aura le contrôle de tout. C'est un vétéran souffrant de SSPT. Ça ne sera pas difficile de prouver qu'il est instable. Et puis Margalo gère tout par l'intermédiaire de son association caritative. De l'argent propre, intraçable. Lennox touche sa part, Ren la sienne,
et je me libère de la tutelle de Koslov. L'homme tatoué acquiesça. Tu as intérêt à avoir raison, sinon ta copine deviendra veuve plus tôt que prévu. Lennox termina son verre et partit. Il appela et attendit 10 minutes, puis le suivit. Mais au lieu de rentrer, il retourna à la maison de jardin de Mira. Il avait besoin de documenter tout ce qu'il avait entendu tant que c'était encore frais dans sa mémoire. Il appela et passa les 2 jours suivants à observer et à documenter. Il suivit Irène à ses rendez-vous avec Margallo. Il photographia Linux entrant dans un casino du centre-ville. Il retrace les liens entre tous les acteurs du complot visant à détruire sa vie, et mercredi matin, il appela Alec. « J'ai besoin de ton aide, et avant que tu répondes, sache que je sais que tu m'as menti. Cal, je t'ai tout dit. Tu m'as dit ce que tu pensais que je pouvais gérer. Il y a une différence. Maintenant, j'ai besoin de la vérité et j'ai besoin que tu fasses quelque chose qui pourrait être dangereux. » Silence à l'autre bout du fil. « De quoi as-tu besoin ?» demanda finalement Alec. « J'ai besoin que tu portes un micro et que tu rencontres Lennox Corbin. Dis-lui que tu en voulais un et que tu lui parles de ce qu'il prépare. » Bon sang, Cal, je ne peux pas faire ça. Ils vont me voler tout ce que j'ai. Alec, ils ont tué Mera et ils prévoient de me faire déclarer mentalement incapable pour prendre le contrôle de mon argent, de mes prestations, de tout. Et ils réussiront si je ne prouve pas ce qu'ils font. Un autre long silence. Comment puis-je savoir si ce n'est pas toi qui fais une dépression? Demanda Alec doucement. Ça a l'air paranoïaque, même pour toi. J'ai appelé et je m'y attendais parce que j'ai des enregistrements, des preuves vidéo, des relevés bancaires, et parce que si tu m'aides à prouver que j'ai tort, je m'excuserai et j'obtiendrai toute l'aide que tu penses nécessaire. Mais si tu m'aides à prouver que j'ai raison, on les arrête. Et si je dis non, alors tu n'es pas l'ami que je pensais. Alex, que veux-tu que je fasse exactement? Il a appelé et expliqué le plan. Alec allait approcher Linux au bar de Murphy, prétendant avoir entendu des rumeurs sur une opportunité lucrative, et voir ce que Linux révélerait. Calvin fournirait un enregistreur et conseillerait Alec sur les questions à poser. Ils se sont rencontrés ce soir-là sur un parking derrière un restaurant fermé. Callan a montré à Alec comment utiliser le petit enregistreur numérique, l'a collé sur sa poitrine sous sa chemise et a passé en revue l'histoire qu'il devait raconter. « Reste simple », a dit Callan. « Tu as entendu par des amis communs que Lénin avait une opportunité commerciale. Tu as des problèmes d'argent depuis ton divorce et tu cherches un moyen de te faire de l'argent rapidement. Et s'il ne mord pas à l'hameçon, il le fera. Ces gens sont arrogants. Ils se croient plus intelligents que tout le monde. » 1 heure plus tard, Alex était assis au bar de Murphy avec Lennox Corbin. Tous deux avaient bu 3 verres et discutaient comme de vieux amis. « Alors, de quoi parle-t-on exactement ?» demanda Alec en se penchant vers Lennox. « Je veux dire, de combien d'argent ?» Lennox jeta un coup d'œil autour du bar, puis sourit. « Disons que ça suffit à régler nos 2 problèmes. Tu as besoin d'argent pour ta bataille pour la garde. Et je dois me débarrasser de ces gens très hostiles. Ça a l'air trop beau pour être vrai. Ça ne l'est pas. Tu vois, ma copine a tout organisé. Son mari est un vétéran, complètement défoncé par la guerre. TSPT, problème de colère, tout le tralala. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne craque complètement. Et après, elle le fait interner, obtient une procuration, contrôle tous ses biens, plus l'héritage de sa belle-mère. On parle de 6 chiffres, facile. Alec a tenté sa chance. Et s'il ne craque pas tout seul? Le sourire de Lennox se figea. Alors on l'aide. Ce type vit seul, boit trop, a accès à des armes. Ce ne serait pas étonnant qu'il ait un accident ou qu'il fasse une bêtise et se fasse arrêter. Seigneur Linux, c'est du sérieux. Pour de l'argent sérieux, il faut un engagement sérieux. Mais ne vous inquiétez pas, tout est déjà en marche. La vieille dame est morte. Les papiers sont en place. Et ma copine a tellement embrouillé le mari qu'il ne sait plus où donner de la tête. D'ici la fin du mois, on sera tous riches. Alec termina son verre et s'excusa. 30 minutes plus tard, il nous appelait sur le parking et nous tendait l'enregistreur. « Il projette de te faire tuer, » dit Alex, le visage blême, ou accusé d'un crime qui te mènera en prison. Il appela et réécouta l'enregistrement, écoutant Linux s'incriminer lui-même et Reine avec une arrogance désinvolte. C'était parfait, presque trop parfait. « Qu'allez-vous faire de ça ?» demanda Alec. « D'abord, je vais faire des copies et les cacher là où Reine ne pourra jamais les trouver. Ensuite, je vais m'en servir pour la détruire. » Le lendemain matin, Calvin appela la Riverside Gazette et demanda à parler à Tavia Lynn, une journaliste d'investigation dont il se souvenait du lycée.
Elle était amie avec Mera et avait même écrit un article sur son bénévolat au refuge pour animaux. Tavia, ici Sanro. Tu connaissais ma belle-mère, Mera Thorne. Sans, je suis tellement désolé pour ta perte. Mera était une femme merveilleuse. Elle l'était. Et elle aussi était assassinée par ma femme et ses complices. La ligne se tait. C'est une accusation très grave, dit Tavius prudemment. J'ai des preuves, des enregistrements, des documents, des photos. Tout ce qu'il te faut pour prouver fraude, maltraitance envers les personnes âgées et complot. Ça t'intéresse? Pourrais-tu être à mon bureau dans 1 heure? J'ai appelé et passé le reste de la matinée dans le bureau encombré de Tavia, à exposer toute la conspiration. Elle écoutait sans interruption, prenant des notes et demandant des éclaircissements sur certains détails. Lorsqu'il eut terminé, elle se rassit sur sa chaise et siffla. C'est énorme, Callan, vraiment énorme, mais je vais devoir tout vérifier par moi-même avant de pouvoir publier quoi que ce soit. Combien de temps cela va-t-il prendre? Donnez-moi 1 semaine, peut-être 2. Je veux parler à des sources à la banque, enquêter sur l'association caritative de Seth Margala, consulter les archives publiques. Si ne serait-ce que la moitié de ce que vous me dites est vrai, cette histoire pourrait faire tomber beaucoup de gens. J'ai appelé et laissé des copies de tout à Tavia, puis je suis rentré chez moi pour attendre. Le piège était tendu. Il ne lui restait plus qu'à survivre assez longtemps pour voir le résultat. Tavia l'a appelé 5 jours plus tard, la voix excitée. Appelez. Il faut que tu viennes ici tout de suite. J'ai trouvé quelque chose qui change tout. Il s'est rendu immédiatement au bureau du journal. Tavio l'attendait avec une pile de papiers étalés sur son bureau. J'ai vérifié les antécédents de toutes les personnes impliquées dans ce complot. Elle a dit, Lennox Corbin, Margalo Hurst et votre femme. La plupart des informations étaient exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Mais ensuite, j'ai fouillé dans le passé de Ren. Et c'est là que les choses sont devenues intéressantes. Elle lui a remis une photocopie d'un vieux rapport de police. Rantor n'existe pas, du moins pas à l'origine. Son vrai nom est Sheila Voss. Elle a été adoptée à 16 ans après avoir été accusée de maltraitance et de vol envers une personne âgée dans une affaire impliquant sa grand-mère d'accueil. J'ai appelé et lu attentivement le rapport. Une adolescente nommée Sheila Voss avait été accusée d'avoir volé des médicaments à sa mère d'accueil âgée et de les avoir vendus pour acheter de la drogue. Les charges ont finalement été abandonnées lorsque la jeune fille a accepté d'intégrer un programme de réadaptation et de se soumettre à l'adoption par une famille chrétienne. Les Thorne l'ont adoptée. Tavia a poursuivi. Ils ont changé son nom, l'ont fait déménager à l'autre bout du pays, lui ont offert un nouveau départ. Le dossier d'adoption était sous scellé, mais j'ai une source judiciaire qui me devait une faveur. Cela signifie-t-il que Mera était au courant? C'est le point le plus intéressant. Regardez ça. Tavia lui a montré un autre document. C'était une lettre de Mera à l'agence d'adoption datée, d'il y a 3 ans. Je vous écris pour vous informer que Sheila continue de présenter les mêmes schémas comportementaux qui ont conduit à son placement initial. Je pense qu'elle cible à nouveau des personnes âgées vulnérables. Je suis préoccupé par la sécurité des autres membres de notre communauté. Mera a essayé de la dénoncer, l'a appelée et l'a dit à plusieurs reprises, mais Ren était prudent. Elle ne s'est jamais fait prendre à faire quoi que ce soit de prouvable. Elle avait convaincu tout le monde que Mera n'était qu'une vieille femme paranoïaque dont l'esprit était perturbé. Sans réfléchir au timing. 3 ans auparavant, Ren avait suggéré pour la première fois qu'ils emménagent chez Mera pour l'aider à prendre soin d'elle. C'est aussi à ce moment-là que Mera avait commencé à devenir plus méfiante et à protéger ses informations personnelles. Et ce n'est pas tout. Tavius dit, j'ai trouvé des documents montrant que Mera a changé son puits il y a 18 mois. À l'origine, tout devait être versé au loyer après votre décès. Mais dans la nouvelle version, il y a une clause selon laquelle si une fraude est découverte en lien avec son décès, tous les biens reviennent à sa nièce biologique en Californie. Elle a une nièce, Anna Thorne. Elle est enseignante à Sacramento. D'après le testament, Mera est restée en contact avec elle par lettres et appels téléphoniques. Anna n'était pas au courant de l'héritage jusqu'à ce que je la contacte hier. J'ai ressenti une vague d'admiration pour la planification de Mera. Même en proie à la démence, elle avait été assez intelligente pour se protéger, elle et son argent, des manigances de Ren. Anne prend l'avion demain. Tavius a dit qu'elle voulait vous rencontrer et discuter de la suite. Qu'en est-il de l'histoire? Je suis prêt à la publier, mais je voulais vous laisser le temps de décider comment vous voulez gérer cela. Nous pourrions la rendre publique maintenant, ou attendre que Ren se creuse la tête. Appelez et il a envisagé ses options.
Publier maintenant révélerait le complot, mais ne suffirait peut-être pas à garantir des condamnations. Attendre pourrait leur fournir davantage de preuves, mais cela donnerait aussi à Ren plus de temps pour voler de l'argent ou disparaître. Combien de temps te faudrait-il pour rassembler suffisamment de preuves pour des accusations criminelles? Encore une semaine, peut-être 2. Mais 100, ces gens savent que tu les as sur la piste. La rencontre d'Alex avec Lennox a probablement déclenché des signaux d'alarme. Tu pourrais être en réel danger. Sans sourit d'un air sombre. Laisse-les venir. Je suis prêt à me battre depuis longtemps. Ren est rentrée ce soir-là, portant des plats chinois à emporter, avec le sourire qu'elle arborait quand elle voulait quelque chose. Calvin était assis à la table de la cuisine, lisant le testament original de Mira. Je pensais qu'on pourrait dîner tranquillement, dit-elle en posant les sacs sur le comptoir. Je sais que cette semaine a été dure pour toi. Vraiment? Elle marqua une pause, observant son ton. Bien sûr que oui. La perte de Mira a été dévastatrice pour nous deux. J'ai appelé et je l'ai regardé se déplacer dans la cuisine pour prendre des assiettes et des ustensiles. Ses gestes étaient prudents, contrôlés. Elle était nerveuse à propos de quelque chose. J'ai été en repensant à ce que tu as dit. Elle a continué à dire que Mira ne me faisait pas confiance. On devrait peut-être parler de ce que ça voulait dire. Qu'est-ce que tu penses que ça voulait dire? Ren s'est assise en face de lui, les mains jointes sur la table. Je pense qu'elle était confuse et effrayée. Les personnes âgées deviennent parfois paranoïaques lorsqu'elles sont en train de mourir. Elles voient des menaces là où il n'y en a pas. Ou peut-être qu'elles voient des menaces réelles. Sans, je sais que tu m'en veux d'avoir été absente ces derniers temps, de ne pas avoir été là quand elle est morte. Tu as parfaitement le droit d'être bouleversé. Elle a tendu la main par-dessus la table pour lui toucher la main. Il s'est éloigné. Je veux arranger ça. Elle a dit, je veux arranger ça. Quels que soient nos problèmes, on peut les surmonter. Certains problèmes sont irréparables. Ren, ne dis pas ça. On s'aime. On est mariés. Ça doit bien compter. C'est se leva et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, leur voisin arrosait son jardin dans la lumière déclinante. Des gens normaux menant une vie normale. Parlez-moi de Lennox, dit-il sans se retourner. Le silence s'éternisa suffisamment pour qu'il la regarde enfin. Le visage de Ren était devenu pâle. Et lui? Parlez-moi de votre relation avec lui. C'est un collègue. On travaille parfois ensemble sur des affaires. C'est tout? Un autre silence. Ren calculait, essayant de déterminer ce qu'il savait. On est amis, dit-elle finalement. De bons amis, mais rien d'inapproprié. Khaled se tourna pour lui faire face. Tu mens. Je ne mens pas. Oui, Lennox et moi sommes proches. Oui, peut-être qu'on est devenus trop proches parfois. Mais ce n'est pas ce que tu penses. Qu'est-ce que j'en pense? Tu crois que j'ai une liaison? Tu crois que je ne t'aime plus? N'est-ce pas? Ren s'est levé, son sang-froid craquant. Un compte avec elle? Non. Il a vu la vraie personne en dessous. Imbécile obstiné, dit-elle tranquillement. Vous auriez pu accepter l'histoire. J'aurais pu me laisser prendre soin de vous, mais vous deviez creuser. A dû jouer au détective. Alors vous l'admettez. J'avoue que vous êtes devenu un problème. Mais les problèmes peuvent être résolus. Sin a entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Des pas dans le couloir. Ren a souri. Vous auriez dû vous soucier de vos propres affaires, a déclaré Calin. Conversation. Appela et évalua rapidement la situation. Grigg était armé. Il pouvait voir le contour d'un pistolet sous sa veste. Ren était positionné entre lui et la porte arrière. La porte d'entrée était bloquée. Quel genre de conversation? A appelé un cul. Rien permanent, juste assez longtemps pour que votre femme puisse mettre vos affaires en ordre. Et si je refuse? Grigg haussa les épaules. Ensuite, nous devrons être plus créatifs. Le vétéran avec un problème de consommation d'alcool a un accident tragique. Arrive tout le temps. Appeler et hocher la tête lentement, puis se lancer à Grigg. 2 ans de vie civile n'avaient pas terminé son instinct de combat. Il a frappé Grigg bas et dur, le ramenant dans le couloir avant que le plus grand homme puisse atteindre son arme. Ils se sont écrasés dans le mur ensemble. Grigg était fort, mais Calvin était plus rapide et plus désespéré. Il a mis la main sur le pistolet de Grigg et a utilisé les fesses pour le frapper dans le temple. Grigg tomba comme une pierre. Ren courait déjà pour la porte arrière lorsque Caldan l'a rattrapé dans la cuisine. Elle tourna avec un couteau du bloc de boucher, mais il a attrapé son poignet et s'est tordu jusqu'à ce qu'elle le laisse tomber. « C'est fini » a-t-il dit. « Non, ce n'est pas le cas. Tu ne peux rien prouver. C'est ta parole contre la mienne. Et tout le monde pense que vous êtes instable. » Appelé et zip attaché,
tous deux avec des contraintes qu'il a gardées dans sa boîte à outils. Puis il a appelé la police et a installé son téléphone pour enregistrer une confession vidéo. Lorsque Grigg s'est réveillé 1 heure plus tard, Callan était prêt avec des questions. Et avec Rhaine se confessant déjà pour se sauver, Grigg a décidé que la coopération était sa meilleure option. C'est pourquoi au moment où la police est arrivée, Calvin avait tout ce dont il avait besoin en vidéo. Le procès a eu lieu 4 mois plus tard dans le palais de justice du comté de Riverside. Les articles de Tavia avaient rendu le cas célèbre dans tout l'Oregon, et la salle d'audience était remplie de journalistes et de curieux locaux. Appelé et assis au premier rang, regardant l'accusation détruit méthodiquement le complot qui avait presque détruit sa vie. Les preuves étaient écrasantes. Les dossiers bancaires, les documents forgés, ont enregistré des confessions et des témoignages d'une douzaine de témoins. Lennox Corbin a conclu un accord de plaidoyer et a témoigné contre Rhaine en échange d'une peine réduite. Il avait l'air pâle et vaincu alors qu'il décrivait le plan d'empoisonner lentement Mera et de conduire Caldan à une rupture mentale. Il était censé avoir l'air naturel, a-t-il déclaré à partir du stand du témoin. Madame Thorne était déjà malade. Nous venons d'accélérer les choses. Et Caldan était déjà en difficulté avec le SSPT. Nous pensions qu'il serait facile de le pousser. Grigg a admis avoir été embauché pour intimider ou éliminer quiconque a menacé l'opération. Je n'ai jamais voulu le blesser, mais Lennox m'a menacé. Le contre-interrogatoire était brutal. Ils ont joué des enregistrements de Rhaine en riant de la faiblesse de Caldan et discutant de la quantité d'argent qu'il volerait. Ils ont montré des photos de sa célébration avec les nains après la mort de Mira. Anna Thorne, la nièce de Mira, a témoigné au sujet des peurs de sa tante dans les mois précédant sa mort. Elle a lu à haute voix dans des lettres que Mera avait envoyées décrivant le comportement suspect de Rhaine et sa certitude croissante qu'elle était en danger. Ma tante était une femme forte. Anna a dit qu'elle n'était pas paranoïaque ou confuse. Elle avait peur et elle est morte en sachant que personne ne la croyait. La défense a tenté de faire valoir que Caldan avait fabriqué des preuves et manipulé des témoins, mais leur cas s'est effondré lorsqu'il était confronté au volume de documentation. Les vidéos cachées de Mira étaient particulièrement dommageables, montrant une femme lucide décrivant en détail l'activité criminelle. Le dernier jour de témoignage, Caldan a pris la position lui-même. Il a parlé tranquillement de son mariage, de sa confiance en Rhaine et de la réalisation progressive que tout ce qu'il croyait était un mensonge. Elle m'a fait douter de mon propre esprit, a-t-il dit. Pour des mois, je pensais que je perdais ma prise sur la réalité. Elle m'a convaincu que mon instinct était faux, que mes préoccupations étaient des symptômes de maladie mentale. Le procureur lui a posé des questions sur le pardon. Détestez-vous votre femme, monsieur Rowe? Appelé et regardé à travers la salle d'audience de Rhaine, qui le regardait avec un espoir désespéré dans ses yeux. Je ne la déteste pas, a-t-il dit, mais je ne lui pardonnerai jamais. Certaines trahisons sont trop profondes pour guérir. Le jury a délibéré pendant 6 heures. À leur retour, le contremaître a lu les verdicts de coupables pour toutes les principales accusations. La juge Patricia Morrison a qualifié le banc de condamnés à 18 ans de la prison. Lennox a reçu 12 ans. Les victimes, qu'il a allumé le match et l'a laissé tomber, avaient insisté pour qu'il prenne la maison de Mira avec le chien que Rhaine avait toujours détesté. Lenny était un Golden Retriever de 12 ans qui avait été le compagnon constant de Mira. Maintenant, il a suivi à appeler partout comme s'il comprenait qu'ils étaient tous deux survivants de la même guerre. Tavia avait proposé d'écrire un livre sur l'affaire, mais Caldan a refusé. Certaines histoires étaient trop personnelles à partager avec le monde. Certaines victoires devaient être privées. Il avait témoigné lors de 3 autres procès. Les procureurs ont utilisé son cas pour faire tomber d'autres membres du réseau de Margallo. Chaque fois qu'il regardait les criminels être condamnés et ressentait une petite mesure de satisfaction. Mais surtout il voulait juste être laissé seul. Alec avait essayé de reconstruire leur amitié, mais Caldan n'était pas intéressé. La confiance, une fois brisée, n'a pas pu être réparée avec des excuses et de bonnes intentions. Certaines relations devaient se terminer. Sa nouvelle vie était calme, simple. Il a travaillé sur de petits projets de construction autour de Riverside. Il a pris soin de Lenny. Il a visité la tombe de Mira tous les dimanches avec des fleurs fraîches. Plus important encore, il était libre. Chaque matin, appelé jogging devant le hangar de jardin où Mera avait caché la vérité. La clé en laiton était maintenant accrochée à un crochet dans sa cuisine, un rappel de la proximité qu'il a perdu tout ce qu'il pensait de Rhaine. Parfois enfermé dans sa cellule de prison fédérale.
Elle aurait 64 ans lorsqu'elle est sortie si elle purge sa peine complète. À ce moment-là, il serait un vieil homme vivant une vie qu'elle ne pourrait jamais toucher. La justice n'était pas toujours une question de punition. Parfois, c'était simplement une question de survie. Sam avait survécu. La vérité de Mira avait survécu. Et à la fin, c'était suffisant pour qu'il soit seul, mais il n'a jamais été aveugle. Et maintenant finalement il était.